Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours intitulé Système de gestion de base de données. Donc, ce cours est destiné aux quatrième année maintenance et fiabilité des systèmes industriels à l'école nationale supérieure, à l'école supérieure de technologie industrielle d'Annaba. Euh, dans ce premier chapitre, nous allons aborder une introduction aux bases de données. Donc, cette introduction, nous allons l'aborder d'un point de vue comparaison entre fichiers et utilisation des bases de données. Donc, vous allez voir que l'utilisation des bases de données, c'est la prochaine étape après les fichiers. Au début des années 60, avec l'apparition des premiers micro-ordinateurs et par la même occasion l'apparition des premiers supports de stockage compacts, tels que les bandes magnétiques et les disquettes, le principal support utilisé par les gens durant cette époque, c'était les fichiers. Donc, n'importe quelle donnée sensible, utile pour l'entreprise, était stockée sous forme de fichiers. Donc, lorsqu'il y avait plusieurs données à gérer, on pouvait organiser ces fichiers sous une forme hiérarchique, c'est-à-dire sous la forme de dossiers qui peuvent contenir des fichiers et qui peuvent contenir d'autres dossiers. Donc, on peut définir un fichier comme une suite homogène d'enregistrements ou de lignes. Donc, chaque enregistrement, c'est une suite de caractères. Un enregistrement décrit les propriétés d'un objet donné, objet pour lequel on veut stocker des valeurs. Et il faut savoir que dans un fichier, la taille des enregistrements est fixe. Donc, c'est pour ça qu'on parle de suite homogène d'enregistrements. Donc, chaque enregistrement ressemble aux autres dans le sens où il a la même structure que les autres enregistrements. La même structure veut dire la même taille qui est fixe et aussi la même taille des champs. Donc vous allez voir ce que c'est qu'un champ dans la prochaine diapo. Donc prenons l'exemple de ce fichier qui contient 4 livres. Donc chaque ligne de ce fichier décrit un livre. Donc les 13 premiers caractères d'une ligne, c'est l'ISBN du livre. Les 20 caractères suivants, c'est le titre du livre. Et les 20 caractères suivants, c'est le nom de l'auteur qui a écrit le livre. Donc, par exemple, la ligne 2 décrit le livre dont l'ISBN c'est 59540001990. Le titre du livre que décrit cette ligne, c'est Ainsi parlait Zarathustra. Donc, vous remarquez ici que puisque ce titre dépasse les 20 caractères, il a été tronqué. Tronqué, c'est-à-dire on a supprimé certains caractères pour ne garder que 20. Et le nom de l'auteur de ce livre, c'est Friedrich Nietzsche. Maintenant, si on s'intéresse à la troisième ligne, donc c'est le livre dont l'ISBN est égal à 20812130012 et dont le titre c'est L'art de la guerre et dont le nom de l'auteur c'est Sun Tzu. Et vous remarquez ici que puisqu'on a alloué 20 caractères pour le nom de l'auteur, donc là on est obligé de remplir le reste des caractères, puisque le nom de l'auteur ici est très court, donc là on est obligé de remplir le reste des caractères avec des espaces pour respecter la taille du champ auteur qui est égale à 20 caractères. D'accord? Et là on est confronté à un gaspillage. Maintenant, hormis les deux inconvénients qu'on vient de voir, le fait de devoir tronquer les données si elles dépassent la taille qu'on a fixée au préalable, et le fait de devoir remplir avec des espaces, c'est-à-dire gaspiller de l'espace mémoire lorsque la valeur du champ est beaucoup plus petite que ce qu'on a alloué. Donc il y a d'autres inconvénients liés à la nature même des fichiers. Donc vous devez savoir que à l'époque, maintenant ce n'est plus valable cet inconvénient, mais à l'époque, lorsqu'on avait des systèmes de fichiers tels que FAT et FAT32, on était limité par la taille. On ne pouvait pas avoir un fichier plus grand que 4 gigaoctets. Donc si nos données ou les données à gérer dépassaient les 4 gigaoctets,
Là, la seule solution, c'était d'utiliser plusieurs fichiers. C'est-à-dire, on va diviser nos données en plusieurs fichiers différents. Et là, ça ajoute une complexité additionnelle à la manière de gérer les données. Si on prend un exemple très simple de chercher un livre dans plusieurs fichiers, donc on doit chercher le livre dans le premier fichier. Si on ne le trouve pas, on passe au deuxième fichier. Si on ne le trouve pas, on passe au troisième, etc., etc. Donc là, si vous voulez, ça introduit un degré de complexité additionnel pour celui qui va écrire des programmes qui manipulent ces fichiers. Et le deuxième inconvénient lié à la nature des fichiers, c'est leur accès séquentiel. Donc lorsque vous voulez accéder à une valeur dans un fichier, vous êtes obligé de parcourir toutes les valeurs qui précèdent la valeur que vous cherchez. C'est-à-dire que pour atteindre l'enregistrement numéro 100, on est obligé de parcourir les 99 enregistrements qui le précèdent. Troisième inconvénient lié à la nature des fichiers, c'est le fait que la structure des données elle est décrite dans les programmes et pas dans les fichiers. Donc ça peut être déroutant au début de comprendre ça, mais revenons à l'exemple du fichier livre.txt. Donc là, vous remarquez bien que ce fichier, personne ne vous a dit que les 13... si on ne vous dit pas les 13 premiers caractères, c'est l'ISBN, et les 20 caractères suivants, c'est le titre, et les 20 caractères suivants, c'est l'auteur. Donc ça va être difficile de découvrir cette structure. Donc c'est pour cela que à chaque fois que vous avez un fichier, il y a sûrement un programme qui permet de manipuler ce fichier. Et c'est ce programme qui connaît la structure du fichier. Donc dans le programme lui-même, vous devez connaître la structure du fichier pour pouvoir le manipuler. Donc en l'absence d'un tel programme, le fichier sera inutilisable. Bien sûr, pour ce fichier-là, c'est simple de déduire sa structure. Par contre, si je vous donne un fichier qui ne contient que des nombres, donc là, chaque enregistrement, vous ne savez pas ce qu'il signifie. Donc il faut que quelqu'un vous dise comment est divisé chaque enregistrement, quels sont les champs qui composent un enregistrement, quelle est la signification de chaque champ, quelle est la taille de chaque champ, etc. Autre inconvénient lié à la nature des fichiers, c'est le fait que l'intégrité des données n'est pas gérée dans les fichiers, elle est gérée dans les programmes. Qu'est-ce que l'intégrité des données? C'est le fait que nos données qu'on a dans le fichier soient correctes. Correctes dans le sens, elles respectent une certaine règle naturelle, comme par exemple le fait que deux livres ne peuvent pas avoir le même ISBN. Or, c'est tout à fait possible d'ouvrir un fichier et d'insérer deux livres différents, c'est-à-dire deux lignes différentes qui contiennent les mêmes 13 premiers caractères. Donc là, personne ne peut nous empêcher de faire ça. Donc on peut faire ça, enregistrer le fichier, ensuite l'ouvrir avec un programme et on va tomber sur beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on aura deux livres différents qui ont le même ISBN. Donc là, c'est au programme qui gère le fichier d'empêcher les gens d'insérer un livre dont l'ISBN existe déjà. Donc l'insertion déjà doit se faire à travers le programme et non pas à travers un éditeur de texte quelconque. Mais encore une fois, personne ne peut nous empêcher d'ouvrir le fichier avec un éditeur de texte et d'insérer ce que nous voulons dans le fichier. Donc face à tous ces inconvénients, les gens ont commencé à réfléchir à des théories sur la gestion des données. Donc à partir de la fin des années 60, certains modèles conceptuels de données ont commencé à apparaître, d'autres modèles logiques de données ont suivi. Donc l'aboutissement de ces travaux s'est concrétisé avec le projet Apollo 11, c'est-à-dire l'atterrissage sur la Lune. Donc durant ce projet, il y avait une quantité énorme de données spatiales à traiter. Donc c'était la première fois où une base de données a été utilisée de manière très large. D'accord?
Donc ensuite, à partir du milieu des années 70, il y a eu l'apparition des premiers modèles physiques de données, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de modèles physiques de données, c'est des données qui sont implantées dans un ordinateur, grâce notamment au système de gestion de base de données. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu une démocratisation complète de l'utilisation des bases de données. Maintenant, on peut trouver une base de données dans n'importe quelle supérette pour gérer les ventes. On peut trouver des bases de données pour gérer les stocks, pour gérer les ressources humaines, pour gérer la scolarité, par exemple à l'école, ou bien au niveau bancaire pour gérer les comptes clients. Donc on peut définir une base de données comme un outil logiciel qui permet la collecte, le stockage, le traitement et la recherche de données. Une base de données, vous devez savoir qu'elle se rapporte toujours à un domaine ou une activité et elle capture la totalité ou bien une partie pertinente des données du domaine et permet de capturer aussi les liens entre ces données. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par pertinente? Donc, pour illustrer la signification de ce mot, prenons l'exemple de l'école et comment l'école gère votre scolarité. Donc, vous devez savoir que l'école a une base de données pour gérer votre scolarité. Dans cette base de données, elle a des informations sur vous, comme par exemple votre matricule, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, je ne sais pas, l'année à laquelle vous êtes inscrit, le groupe dans lequel vous êtes inscrit, la section dans laquelle vous êtes inscrit, la note que vous avez eue dans tel ou tel module. Donc tout ça, c'est des informations pertinentes pour la gestion de votre scolarité. Par contre, il y a des informations qui se rapportent à vous, mais qui ne sont pas pertinentes à la gestion de la scolarité, comme par exemple la couleur de vos yeux, ou votre taille, ou votre poids. Donc là, l'école n'a pas besoin de connaître ces trois informations pour gérer votre scolarité, parce que ces informations ou ces données ne sont pas pertinentes pour la gestion de votre scolarité. Peut-être qu'elles sont pertinentes pour autre chose, comme par exemple la gestion de votre santé, mais pour votre scolarité, ces informations ne sont pas pertinentes. Donc c'est ça le sens du mot pertinente. Donc les données dans une base de données peuvent être hétérogènes. Donc on peut avoir par exemple un champ salaire qui ne peut accepter que des nombres réels, un champ titre qui ne peut accepter que des chaînes de caractères. Donc une base de données permet de gérer cette hétérogénéité de données, ce qui n'est pas le cas dans les fichiers. Dans les fichiers, on ne peut pas obliger quelqu'un de n'écrire que des nombres dans un champ donné. Donc n'importe qui peut ouvrir le fichier avec un éditeur de texte et mettre n'importe quelle valeur pour n'importe quel champ. Il peut même ne pas respecter la taille d'un enregistrement. Donc dans ce cas-là, le fichier deviendra inutilisable. Et l'autre force des bases de données, c'est qu'elles matérialisent les liens entre les données. Donc on peut tout à fait matérialiser le fait qu'un livre est édité chez un et un seul éditeur et qu'un livre est écrit par un ou plusieurs auteurs. Donc on peut matérialiser ce lien et empêcher les gens de le violer. Donc en parlant de liens, on va voir deux exemples. Donc on va voir les objets qu'on va gérer et on va déduire les liens entre ces objets. Donc imaginez pour le premier exemple qu'on veut gérer les ouvrages d'une bibliothèque. Donc dans cette situation, on est confronté à trois objets qui sont les livres, les auteurs et les éditeurs. Un livre a deux propriétés, l'ISBN et le titre. Un auteur a trois propriétés, un nom, un prénom et une nationalité. Et un éditeur possède deux champs ou deux propriétés qui sont le nom et l'adresse. Donc le premier lien qu'on peut voir, c'est qu'un auteur peut écrire plusieurs livres. Et aussi qu'un livre peut être écrit par plusieurs auteurs. Et enfin, on peut voir aussi qu'un livre est édité par un et un seul éditeur. Donc vous voyez que le lien, on le décrit par un verbe et une pluralité. Donc on dit qu'un auteur écrit plusieurs livres. Et là, on dit un livre est édité par un et un seul éditeur. Donc il y a à la fois un verbe ou une action et une cardinalité ou une pluralité. Donc c'est ça le lien entre cet objet et cet objet-là. Deuxième exemple, imaginez qu'on veut gérer les comptes clients d'une banque. Donc dans cette situation, on est confronté à deux objets qui sont
les clients qui ont des noms et des téléphones et les comptes bancaires qui possèdent chacun un numéro, une monnaie et une balance. Donc le premier lien qu'on peut voir, c'est tout simplement qu'un client peut détenir plusieurs comptes bancaires dans une banque donnée. Et il faut savoir qu'un compte bancaire n'est détenu que par un et un seul client. Donc là aussi, vous pouvez remarquer qu'on a toujours le verbe et la pluralité. Donc le verbe et la pluralité ou la cardinalité entre les deux objets compte et client. Prenons maintenant des exemples de réalité et on va essayer de déduire quels sont les objets qu'on va manipuler. Donc, imaginez qu'on veut gérer une vidéothèque. Dans cette vidéothèque, on veut connaître à tout moment dans quel film a joué un acteur donné, qui a réalisé un film donné, quels sont les acteurs qui ont joué dans un film donné. Donc, d'après toutes ces questions, on peut dire que on a trois objets. Ils sont les films, les réalisateurs et les acteurs. Donc on peut même imaginer les propriétés que peuvent avoir ces trois objets. Par exemple, pour les films, on peut avoir le titre, l'année de sortie, le genre, etc. Pour les acteurs et les réalisateurs, on va à peu près avoir les mêmes propriétés parce que ce sont tous les deux des personnes. Donc ils auront comme propriété un nom, un prénom, une nationalité, une date de naissance, etc. Maintenant, si on veut imaginer quels sont les liens entre ces trois objets, si on prend les deux objets film et acteur, on peut dire que un acteur peut jouer dans plusieurs films. Donc là, vous remarquez, on a l'action de jouer et la pluralité plusieurs. Et on peut remarquer aussi que dans l'autre sens, c'est la même chose. Dans un film, peuvent jouer plusieurs acteurs. Maintenant, si on s'intéresse au lien entre film et réalisateur, donc un réalisateur peut tout à fait réaliser plusieurs films. Par contre, un film n'est réalisé que par un et un seul réalisateur. Maintenant, si on s'intéresse au lien entre un acteur et un réalisateur, apparemment ce lien n'existe pas dans cette situation. Prenons maintenant un autre exemple ou un deuxième exemple sur la gestion des données géographiques. Donc on veut à tout moment connaître ou répondre aux questions suivantes. Dans quel continent se trouve un pays donné? Quelle est la capitale d'un pays donné? Quelles sont les villes d'un pays donné? Et dans quel pays se trouve une ville donnée? Donc regardez bien ces questions. Donc déjà, on peut dire que dans cette situation, l'objet pays est très important. Donc c'est l'objet central de notre situation. Pays, bien sûr, qui a comme propriété un nom, un continent, une capitale, etc. Une surface, une population, etc. On a un deuxième objet qui est la ville. Donc une ville possède un nom. On doit connaître dans quel pays se trouve une ville. Et là, pour le continent, on ne va pas le considérer comme un objet, mais plutôt comme une propriété de l'objet pays. Pourquoi on ne considère pas continent comme un objet? Parce qu'il est beaucoup trop petit. Parce qu'un continent, c'est tout simplement le nom d'un continent. Afrique, Amérique, Asie, Europe, etc. Donc, dans cette situation, pour récapituler, on a deux objets, pays et ville. Maintenant, pour les liens entre ces deux objets, donc dans un pays, on peut trouver plusieurs villes. Une ville appartient à un et un seul pays. Donc là, on a concrétisé le lien ville, appartenance et pays. Maintenant, pour le lien capitale, donc capitale, ce n'est pas une propriété, ce n'est pas un objet, c'est un lien. Donc, pour formuler cela, on dit que un pays a une capitale qui est une ville. Et une ville peut être la capitale d'un pays. Donc là, vous voyez, capitale, c'est le verbe, si vous voulez. C'est l'action entre ville et pays. Donc, et sa pluralité. Lorsqu'on dit un pays a une et une seule capitale qui est une ville, donc là, on peut dire que la pluralité, c'est une et une seule. Et le verbe, c'est une ville est une capitale d'un pays. Voilà.
Maintenant, puisque on a dit tout à l'heure que les bases de données sont la prochaine étape après les fichiers pour la gestion de données hétérogènes, donc on va voir un petit exemple de comparaison entre la gestion des mêmes données, premièrement sous la forme d'un fichier et deuxièmement sous forme d'une base de données. Donc on a ce fichier devant vous qui décrit des films. Donc vous voyez que les 7 premiers caractères, c'est tout simplement un chiffre qui est un identifiant unique pour chaque film. Les 18 caractères suivants, c'est le titre du film. Les 8 caractères suivants, c'est le genre du film. Ensuite, les 4 caractères suivants, c'est l'année de sortie du film. Et on a les 13 caractères qui suivent, c'est le nom du réalisateur. Et les 10 derniers caractères, c'est la nationalité du réalisateur. Donc vous voyez, c'est un fichier qui contient 14 films. Chaque film est décrit par un enregistrement de 60 caractères, subdivisé en 7 caractères pour l'identifiant, 18 caractères pour le titre, 8 caractères pour le genre, 4 caractères pour l'année de sortie, 13 caractères pour le nom du réalisateur et 10 caractères pour la nationalité du réalisateur. Donc ce qu'on va faire avec ce fichier, c'est on va essayer d'écrire un programme qui le manipule. Et ensuite, on va essayer d'écrire le même programme dans un langage spécifique aux bases de données. Donc vous allez voir que le programme qui va manipuler les données sous la forme d'une base de données sera beaucoup plus simple qu'un programme qui manipule un fichier car il devra l'ouvrir, lire les 60 caractères, il doit comprendre la structure, il doit faire des conversions si nécessaire, etc. Donc, l'exercice ici, c'est d'écrire un programme qui répond aux requêtes suivantes, puis exprimer les mêmes requêtes en SQL. Donc, vous devez savoir que SQL, c'est l'acronyme de Structured Query Language. Donc, c'est le langage de programmation standard pour la manipulation des bases de données. Donc, nous, on va écrire un programme en langage Python. Donc, pourquoi j'ai pris Python? Parce que il est connu que Python, c'est un langage de programmation qui permet d'écrire des programmes très très compacts. Donc, en comparaison avec d'autres langages de programmation comme C++ ou Java, Python permet de faire des choses très complexes de manière très simple. Mais vous allez voir que même pour ouvrir un fichier et afficher son contenu, le programme en Python qu'on va écrire sera beaucoup plus difficile à lire que si on l'écrivait avec un langage de programmation spécifique aux bases de données comme SQL. Donc la première question à laquelle on va répondre, ou la première requête qu'on doit écrire, c'est le fait d'afficher tous les films. Donc je vais ouvrir un éditeur Python. Donc vous êtes libre d'ouvrir n'importe quel éditeur que vous voulez. Moi je préfère l'éditeur Jupyter. Donc je vais créer un notebook de type Python 3. Donc là, je vais donner un titre à cette section, donc afficher tous les films. Et là, je vais écrire mon programme qui permet d'afficher tous les films. Donc vous devez savoir que je vais travailler dans ce répertoire-là. Et je vais travailler sur ce fichier-là, film.txt. Donc si je l'ouvre avec un éditeur de texte, vous allez voir qu'il contient les mêmes données que vous avez vues sur la diapositive. Donc chaque 60 caractères, c'est un film. Donc faites attention, chaque 60 caractères, c'est un film. Et au total, il y a 14 films. Donc pour calculer la taille du fichier, c'est tout simplement les 14 films fois 60 caractères pour chaque film, et ça nous donne 840 octets. Donc on peut le vérifier ici, c'est effectivement 840 bytes. Donc je vais manipuler ce fichier avec un programme Python dans le but d'afficher chaque film ligne par ligne. Et je vais essayer de structurer un petit peu l'affichage. Donc vous devez savoir qu'en Python, l'instruction qui permet d'ouvrir un fichier, c'est tout simplement l'instruction open.
Donc vous lui donnez le nom du fichier que vous voulez ouvrir. Et comme deuxième paramètre, vous lui donnez le mode d'ouverture. Donc il y a deux modes d'ouverture, un mode en lecture et un mode en écriture. Donc si vous voulez lire le fichier, vous devez l'ouvrir en lecture. Si vous voulez écrire dans le fichier, vous devez l'ouvrir en écriture. Donc nous on veut l'ouvrir en lecture, c'est-à-dire avec le mode R qui signifie read. Donc cette instruction va nous permettre d'avoir une variable f qui décrit le fichier. Donc c'est à travers cette variable qu'on va pouvoir faire des opérations de lecture sur le fichier. Donc essayons un premier exemple de l'instruction read. Donc l'instruction read, c'est l'instruction qui permet de lire dans le fichier. Donc vous devez savoir qu'en Python, lorsque vous ouvrez un fichier, la tête de lecture se trouve avant le premier caractère. Et à chaque fois que vous faites read, vous allez avancer cette tête de lecture avec un nombre de caractères que vous allez choisir lorsque vous appelez read. Par exemple, si j'appelle read avec le paramètre 60, je vais lire 60 caractères. Et read va me retourner ce qu'elle a pu lire à partir du fichier. Donc vous allez comprendre pourquoi je dis ce qu'elle a pu lire. Parce que parfois, elle ne peut plus lire lorsqu'elle atteint la fin du fichier. Donc je vais appeler le résultat que m'a retourné read, je vais l'appeler ligne 1. Et je vais afficher ligne 1 et à la fin, lorsque je termine de manipuler mon fichier, je vais appeler la fonction close. Donc j'exécute ce petit programme, vous voyez que j'ai lu la première ligne du fichier et je l'ai affiché. Maintenant, moi je veux obtenir un affichage beaucoup plus propre que ça. Donc je vais afficher l'identifiant, ensuite le titre, ensuite une petite séparation, ensuite le genre, ensuite une petite séparation, ensuite l'année, ensuite une petite séparation, ensuite le nom du réalisateur, une séparation et la nationalité du réalisateur. Donc comment faire cela? Donc c'est en modifiant un petit peu la manière d'afficher la ligne. Donc vous devez savoir que ligne 1, c'est une variable de type chaîne de caractères. Et les chaînes de caractères en Python, au fond, ce sont des tableaux. Donc vous pouvez les manipuler sous forme de tableaux. Donc, si je ne veux afficher que le titre de ce film, donc regardez bien ce que je vais faire. Vous devez savoir que le titre du film commence au caractère 7. D'accord? Pourquoi j'ai su que ça commence au caractère 7? Parce que d'après la diapo 17, donc vous voyez qu'il y a 7 caractères pour l'identifiant et à partir du 7e caractère et les 18 caractères suivants, c'est le titre du film. Donc si j'affiche la chaîne de caractères ligne 1 du caractère 7 jusqu'au caractère 18 plus 7 ou bien 25. Donc regardez d'où est-ce que j'ai ramené le 25, c'est tout simplement je suis au caractère 7, j'ajoute 18 et je me trouve ici. Donc je vais plutôt afficher cette partie là. Donc j'exécute ça et vous voyez que je n'ai que le titre du film. Bien sûr, si je veux afficher l'identifiant du film, je vais commencer au caractère 0 et je vais lire 7 caractères. Pardon. Donc là, vous voyez, j'ai l'identifiant du premier film. Donc je vais enlever maintenant ça et faire d'autres exemples. Donc regardez, un RAID 60 lit la première ligne. Si je refais un autre RAID 60, et je vais appeler le nom de la variable ligne 2. Donc là, vous allez voir que j'ai lu une ligne et je l'ai affichée. J'ai lu une deuxième ligne et je l'ai affichée. Donc je dois répéter ça autant de fois qu'il y a de lignes pour afficher la totalité du fichier. Parce que le but ici, n'oubliez pas, c'est afficher tous les films. Donc là, je commence à afficher les 5 premières lignes. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se répète. À chaque fois, on lit 60 caractères, on les affiche. On lit 60 caractères et on les affiche.
Donc là, c'est tout simplement, lorsque on va terminer de décrire ce programme, ça va sûrement être une boucle. On ne sait pas encore si c'est une boucle for ou while, euh, donc on va le savoir tout de suite. Donc regardez, je vais répéter ce raisonnement 14 fois parce que je sais que mon fichier contient 14 lignes. Voilà, donc je vais recopier ça 14 fois. Et vous allez voir que si je veux lire la ligne 15, donc là, je vais écrire quelque chose pour dire que c'est la ligne 15. Donc j'exécute. Vous voyez que la ligne 15, elle est affichée juste après ce symbole. Donc il n'y a rien à la ligne 15. Il n'y a absolument rien. Et pour être encore plus sûr, si on compare la ligne 15 à la chaîne de caractères vide, vous allez voir que cette comparaison, elle est vraie. Donc cette égalité est vraie. La ligne 15 sera égale à la chaîne de caractères vide. Donc je vais afficher true si la ligne 15 est égale à la chaîne de caractères vide. Donc j'exécute et j'ai le true. Maintenant, face à tout ça, on sait maintenant que pour parcourir et afficher le contenu de ce fichier, il nous faut une boucle while. Car on sait quand est-ce qu'on doit s'arrêter. C'est lorsqu'on rencontre une limite égale à la chaîne de caractères vide. Donc je vais enlever tout ça et faire une boucle while. Donc je vais commencer par une boucle while true, une boucle infinie, dans laquelle je vais lire 60 caractères dans une variable qui s'appelle ligne. Donc avant d'afficher le contenu de cette variable, je dois la comparer avec la chaîne de caractères vide. Si elle est égale à la chaîne de caractères vide, je sors de la boucle avec le mot-clé break. Si elle n'est pas égale à la chaîne de caractères vide, ça veut dire tout simplement j'ai pu lire une ligne. Qu'est-ce que je fais avec cette ligne? Je l'affiche. Donc je réexécute et vous voyez, j'ai affiché le contenu du fichier. Maintenant, si je veux faire quelque chose de beaucoup plus esthétique, donc je vais afficher cette ligne champ par champ. Donc je vais commencer par le champ identifiant. On a dit tout à l'heure, le champ identifiant commence au caractère 0 et il contient 7 caractères. Ensuite vient le champ titre qui commence au caractère 7 et qui contient 18 caractères. Donc 7 plus 18, ça va nous donner 25. Ensuite, on aura le champ genre qui commence au caractère 25 et qui possède 8 caractères, donc de 25 à 33. Et ensuite, on a l'année de sortie qui commence au caractère 33 et qui possède 4 caractères. Donc 33 plus 4, ça va nous donner 37. Ensuite, on a le nom du réalisateur qui commence au caractère 37 et qui contient 13 caractères. Donc ça va nous donner 50. Et enfin, la nationalité du réalisateur qui commence au caractère 50 et qui possède 10 caractères. Donc vous allez voir que l'affichage va un tout petit peu être meilleur que l'affichage précédent. Donc j'exécute. Donc vous voyez, on a maintenant chaque champ séparé par un espace avec le champ qui le suit. Parce que le fonctionnement de print, lorsque vous lui donnez plusieurs choses à afficher, par défaut, print va afficher un espace qui sépare tout ce que vous lui avez donné. Donc elle va afficher cette valeur, espace, cette valeur-là, espace, cette valeur-là, espace, cette valeur, etc., etc. Maintenant, si vous voulez modifier cet espace qui est affiché entre les champs, vous pouvez le faire en modifiant le paramètre sep. Donc si vous mettez par exemple une barre horizontale pour le paramètre sep, donc vous allez voir qu'il y aura une barre horizontale entre les valeurs
de chaque champ. D'accord? Donc, on a répondu à la première question, afficher tous les films. Donc, revenons à la diapo. Maintenant, on veut afficher le nom de tous les réalisateurs. Donc, pour afficher seulement le nom de tous les réalisateurs, donc je dois éliminer tout cet affichage et tout cet affichage. Je ne dois garder que celui-là. Donc, je vais reprendre le même programme. Donc là, je vais mettre un titre comme si je veux répondre à la question afficher le nom de tous les réalisateurs. Donc je reprends le même programme que je vais modifier ici, c'est très simple. Donc je vais enlever tous ces affichages et je ne vais garder que celui-là. Souvenez-vous, le nom du réalisateur commence au caractère 37 et il contient 13 caractères, ça nous donne 50. Donc j'exécute et j'ai le nom de tous les réalisateurs. Par contre, là, je suis confronté à un problème. J'ai, par exemple, le réalisateur Luc Besson, il est répété plusieurs fois. Normalement, je ne dois le donner qu'une seule fois. Pourquoi le répéter, puisque c'est la même donnée? Donc là, on est confronté à un autre problème. Comment gérer la redondance des données? Comment éliminer la redondance des données? Donc, lorsqu'on est dans un programme, généralement pour éliminer la redondance, on utilise un ensemble dans lequel on met les valeurs qu'on a affichées. Et si on est confronté à une valeur qu'on a déjà affichée, donc on ne va pas la réafficher de nouveau. Donc, pour faire cette modification dans ce programme-là, ce que je vais faire, c'est créer un ensemble. Je vais l'appeler S. Donc, en Python, un ensemble vide se crée avec la fonction set. Qu'est-ce que je vais faire avec cet ensemble? Donc, je vais aller ici, dans ce else. Pourquoi dans ce else? Parce que dans ce else, c'est là où j'ai une valeur que j'ai lue à partir du fichier. Donc, avant d'afficher le caractère ou bien les caractères qui se trouvent entre 37 et 50, qu'est-ce que je vais faire avec ces caractères? Je vais les voir s'ils appartiennent à l'ensemble S. Donc, si ligne 3750 in S, donc là, je ne vais pas afficher cette valeur-là. Pourquoi? Parce que je vais mettre dans S tout ce que j'ai affiché. Donc, dans ce if, en quelque sorte, on n'a rien à faire dans ce if. C'est dans le else qu'on veut faire quelque chose. Donc, je vais éliminer le if et mettre tout simplement si la ligne n'est pas dans S, je l'affiche et je la mets dans S. Donc, avec l'instruction s.add la ligne, plutôt les caractères de 37 à 50. Donc, vous voyez ici la logique. Donc, lorsque je suis confronté à une ligne, au départ, S est vide. Si cette ligne n'appartient pas à S, donc si on prend la première ligne, si vous voulez, elle n'appartient pas à S parce que S est vide au départ. Donc, je vais l'afficher. Donc, je vais avoir comme affichage le nom de ce réalisateur, Robert Zemeck. Et je vais ajouter le nom de ce réalisateur dans l'ensemble S, avec cette instruction-là. Je lis une deuxième ligne. Donc, je regarde, est-ce que l'auteur Stanley Kubrick appartient à S? Ce n'est pas le cas. Donc, je l'affiche, je le mets dans S. Et petit à petit, lorsque je vais rencontrer Stanley Kubrick de nouveau, ce if-là sera faux. Donc, je ne vais pas le réafficher de nouveau, Stanley Kubrick. Vous voyez? Donc, si je réexécute, je corrige le problème. Parce que si on remarque ici, on n'a que 4 auteurs au total. Même si on a 14 films, on n'a que 4 auteurs, qui sont ces auteurs-là. En éliminant les redondances, on voit qu'il n'y a que 4 auteurs, ou plutôt réalisateurs de films. Donc revenons à la diapositive. Maintenant, la troisième question à laquelle on veut répondre, c'est afficher le titre des films de genre drame. Donc je vais créer une nouvelle section ici.
et que je vais appeler afficher le titre des films de genre drame. Donc je vais reprendre le programme de tout à l'heure, donc le programme qui affiche tous les films, et je vais le modifier un petit peu. Donc là, c'est dans cet affichage-là que je vais mettre une condition. Est-ce que le genre est égal à drame? Donc je sais que le genre, c'est cette suite de caractères, parce que je sais que tout à l'heure on a vu, hein, chaque enregistrement contient l'identifiant, le titre, le genre, l'année, le réalisateur et la nationalité. Donc ça, c'est le genre. Donc si ces caractères sont égaux au mot drame, qu'est-ce qu'on fait? On affiche le titre du film, c'est-à-dire les caractères qui sont de 7 à 25. Donc j'exécute ça, et là on n'a rien. Pourquoi on n'a rien? Parce que j'ai comparé les caractères de 25 à 33 avec le mot drame. Alors que, regardez le mot drame, comment il est écrit ici. Entre les caractères 25 et 33, le mot drame, je dois lui ajouter des espaces. Donc vous voyez, je dois faire attention à ça, à ce détail-là. Donc si je réexécute maintenant, j'ai les films qui sont de genre drame. Je peux le vérifier. Il y a 3 films: Ice White Shot, Forrest Gump et Contact. Donc je peux vérifier que Ice White Shot est de genre drame, Forrest Gump est de genre drame et Contact aussi est de genre drame. Donc j'ai ces 3 films ici. Donc vous voyez l'inconvénient. Vous devez connaître la structure du fichier et vous devez faire attention à ajouter des espaces à chaque fois pour respecter cette structure. Donc vous allez voir que dans les bases de données, tous ces inconvénients n'existent pas. Donc il nous reste une dernière question à laquelle on doit répondre, c'est afficher le titre des films sortis après 1990. Donc là, je vais reprendre le programme de tout à l'heure. Donc je vais créer une nouvelle section. Je vais l'appeler afficher donc le titre des films sortis après 1990. Donc ce que je vais modifier dans ce programme, c'est l'ajout d'un if ici. Donc je vais comparer l'année, elle doit être supérieure à 90. Si c'est le cas, j'affiche le titre. Et j'enlève tout ça. Donc j'exécute. Qu'est-ce que je remarque? Il me dit que je ne peux pas utiliser l'opérateur supérieur entre deux instances, l'une chaîne de caractères et l'autre entier. Et c'est vrai, ici c'est une chaîne de caractères, là c'est un entier. Je ne peux pas comparer une chaîne de caractères à un entier. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois convertir cette chaîne de caractères en entier avant de pouvoir la comparer. Donc je dois faire attention au type de données. Donc je convertis cette chaîne de caractères avec l'instruction int, je réexécute et là j'ai effectivement les films sortis après 90. Maintenant qu'on a vu que c'est tout à fait possible d'écrire des programmes qui manipulent des fichiers, mais c'est très difficile de les faire évoluer, de les faire adapter à la structure du fichier. Donc on doit faire attention à plein de détails, à la taille des champs, où se trouve chaque champ, le type de chaque champ, est-ce qu'on doit le convertir ou pas, etc., etc. Maintenant, nous allons voir la même approche, mais lorsque nos données sont stockées dans une base de données. Donc vous voyez ici, j'ai une base de données qui s'appelle film. Donc je vais l'ouvrir avec donc là, vous devez savoir que c'est une base de données SQLite. Donc je dois l'ouvrir avec l'utilitaire SQLite pour manipuler les bases de données. Donc là, pour SQLite, pour manipuler cette base de données, c'est une base de données SQLite. Donc je vais la manipuler avec le système de gestion de base de données SQLite. Donc pour cela, il y a des outils que vous pouvez télécharger sur internet. L'un de ces outils dont l'interface est très conviviale s'appelle DB Browser for SQLite. Donc là, dans cet outil, donc je vais ouvrir ma base de données.
Donc, au lieu de la chercher, je vais balancer directement ce fichier-là ici. Ça marche pas, donc je vais ouvrir cette base de données. Elle se trouve dans le répertoire, dans ce répertoire-là. Donc ici. Et voilà. Donc là, j'ai une base de données qui est composée de deux tables, film et réalisateur. Donc elle contient exactement les mêmes valeurs que vous avez vues tout à l'heure dans le fichier. Donc si vous voulez voir ces valeurs, donc voilà la table film et voilà la table réalisateur. Donc là, déjà, vous voyez que les informations sont séparées en deux tables différentes. C'est pour ça qu'on parle de plusieurs objets différents dans une base de données. Maintenant, le lien entre ces objets, c'est tout simplement cette colonne-là. Donc, vous pouvez voir que le premier film, Retour vers le futur, qui est de genre aventure, qui est sorti en 85, son réalisateur, c'est le réalisateur 1. Maintenant, comment savoir qui est ce réalisateur? Je regarde la table réalisateur, et le réalisateur 1, c'est Robert Zemeckis, de nationalité américaine. Donc, je vérifie que c'est correct dans mon fichier, et c'est tout à fait correct. Donc revenons à cette base de données. Maintenant, je vais répondre aux 4 questions précédentes avec le langage SQL. Donc en langage SQL, pour répondre à la requête afficher tous les films, donc là, il suffit tout simplement d'afficher toutes les valeurs de la table film. Donc avec l'instruction suivante, select étoile from film. Donc j'exécute et j'ai toutes les valeurs de la table film. Maintenant, si je compare ça, ce petit programme select étoile from film avec ce que j'ai écrit tout à l'heure, donc vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant d'écrire ça que ça. Pourquoi? Parce que là, je dois gérer la taille de chaque enregistrement, la taille de chaque champ. Je dois moi-même choisir le caractère de séparation. Je dois faire attention lorsque le fichier se termine. Donc toutes ces contraintes dans une base de données, je ne vais pas y faire attention. Donc c'est au système de gestion de base de données de gérer tout ça. Donc il va cacher toute cette complexité et il m'offre un langage euh, orienté vers les données qui va me permettre de m'affranchir de toutes ces contraintes. Donc si je veux tous les films, donc je fais select étoile from film. Donc là, la signification de l'étoile, on va la voir dans le chapitre 6, mais je vais vous la donner maintenant. L'étoile veut dire tout simplement afficher toutes les colonnes de cette table. Donc si je ne veux afficher que les titres des films, donc je fais select titre from film. Donc j'exécute, j'ai les titres des films. Si je veux afficher le titre et l'année de sortie de chaque film, je sépare titre et année par une virgule dans l'instruction select. J'exécute, j'ai le titre et l'année de chaque film. Donc vous voyez, si je veux afficher toutes les colonnes, je remplace ça par une étoile. Donc là, j'ai toutes les colonnes de la table film et toutes les lignes de la table film. Donc passons à la deuxième question. La deuxième question, c'était afficher le nom de tous les réalisateurs. Donc là, je dois regarder la table réalisateur, c'est-à-dire cette table-là. Donc au lieu de faire from film, je vais faire from réalisateur. Et je veux afficher que le nom, donc j'affiche, ou bien je fais select nom from réalisateur. J'exécute, j'ai le nom des réalisateurs. Et vous voyez ici que je n'ai pas de redondance. C'est au système de gestion de base de données de gérer cette redondance. D'ailleurs, dans la table réalisateur elle-même, il n'y a pas de redondance. Plutôt le réalisateur Robert Zemeckis n'existe qu'une seule fois dans la table réalisateur. Donc passons à la troisième question, afficher le titre des films de genre drame. Donc là, ce que je vais faire, c'est select titre from film. Donc là, je dois ajouter une condition. Je ne veux pas afficher tous les films. Je ne veux afficher que ceux de genre drame. Donc j'ajoute l'instruction where qui me permet de définir une condition. Where genre est égal à drame. Donc j'exécute et j'ai les 3 films de tout à l'heure. Ice White Shot, Forrest Gump et Contact. Vous les voyez ici.
Donc là, si on compare ça avec ça, c'est clair que c'est plus intéressant d'utiliser ça, ce langage-là, pour avoir nos données. Déjà, euh, j'ai pas à faire attention à la taille du champ, j'ai pas à savoir où se trouve le champ genre, j'ai pas à ajouter des espaces pour respecter la taille du champ genre, j'ai pas à savoir où se trouve le champ titre, j'ai pas à savoir où se termine le fichier. Donc tout ça, c'est géré par le système de gestion de base de données. Moi, je ne déclare que ce que je veux obtenir. Donc je veux obtenir le titre des films de genre drame. Maintenant, pour répondre à la dernière question, afficher le titre des films sortis après 90. Donc là, je vais garder les deux premières lignes, mais la condition ici va changer, c'est année supérieure à 90. Donc j'exécute, j'ai les films qui sont sortis après 90. Ce sont les mêmes films que ceux-là. Et ce que je remarque ici, c'est que je n'ai pas à convertir année en entier. Année est déjà un entier. Donc je peux la comparer à des entiers, en l'occurrence 1990. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant d'écrire ça que ça. D'accord? Si on reprend depuis le début, donc là, je n'écris que ce dont j'ai besoin. Là, je dois moi-même ouvrir le fichier, le fermer à la fin, faire attention à la taille de chaque enregistrement, faire attention à la fin du fichier, connaître où commence et quand est-ce que se termine chaque champ, convertir les champs si nécessaire, connaître le champ titre, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il se termine. Donc toute cette complexité, elle n'existe pas dans les bases de données. Dans les bases de données, tout est structuré, tout est déjà là. Vous n'avez qu'à utiliser les instructions select from et where pour rechercher vos données. Donc voilà pour le petit comparatif entre l'utilisation des fichiers et des bases de données. Donc on a vu à travers ce chapitre qu'il était beaucoup plus intéressant de manipuler nos données à travers une base de données. Maintenant, dans le cadre de ce cours, on va passer par ce qu'on appelle des étapes de modélisation de données. Et vous devez savoir qu'il y en a trois. Il y a une étape de modélisation conceptuelle, une étape de modélisation logique et une étape de modélisation physique. À chaque étape de modélisation, on va utiliser un modèle qui permet de modéliser nos données à ce niveau-là. Donc pour le niveau conceptuel, on va utiliser le modèle entité-association. Donc ça sera tout un chapitre qui va parler de ça. Pour le niveau logique, on va utiliser le modèle relationnel. On va consacrer deux chapitres au modèle relationnel. Et enfin, pour la modélisation physique, c'est-à-dire le traitement physique des données, là on va utiliser le langage SQL. Donc là aussi, on va consacrer deux chapitres. Donc le cours va s'articuler autour de ces trois niveaux de modélisation de données. Et voilà, donc on a terminé. Donc vous trouverez en commentaire à cette vidéo le slide de ce cours, les deux fichiers film.txt et film.db, c'est-à-dire le fichier brut film et le fichier qui est une base de données que vous pouvez ouvrir avec l'outil DB Browser. Donc je vais vous mettre aussi un lien de téléchargement de cet outil, comme ça vous pouvez vous amuser à écrire des requêtes. Et donc on se voit dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis bon courage et au revoir.